Bonjour, chère étudiante, chers étudiants. D'abord, Ramadan al-Karim. Avec mes meilleurs voeux, j'espère que vous allez saisir ce mois-ci de confinement aussi et de prière pour aussi travailler et booster votre niveau. Après, on aura des présentiels. De quoi il s'agit aujourd'hui dans cette capsule? Il ne s'agit certainement pas d'un cours parce que le cours il vous est donné et je reviendrai, c'est cette sorte de polycopié, bien que je n'aime pas le mot polycopié, que j'ai préparé pour vous de longue haleine intitulé Le drame romantique Hernani de Victor Hugo, prélude à une préparation à l'examen, donc semestre 4, le drame romantique. Et donc, ce polycopié qui contient d'une part un cours théorique, d'autre part un cours pratique, et donc qui est complet pour l'examen. Alors, de quoi il s'agit aussi? Il s'agit de deux choses. Il s'agit de deux trajectoires. Celle d'un auteur, Victor Hugo, un grand auteur romantique, le chef de file du romantisme, et bien sûr d'un texte, Hernani, qui est célèbre surtout par la bataille de Hernani qu'il a imprimée à l'endroit de l'histoire des idées. Alors Victor Hugo, la première question qui se pose, et il faudrait bien l'éclairer, est-ce que la vie de l'œuvre, la vie de l'auteur éclaire l'œuvre? Certainement pas. Depuis Sainte-Beuve, contre Sainte-Beuve de Proust, on n'est plus avec la mort de l'auteur, on est pratiquement dans une analyse qui exclut l'auteur en tant un être vivant, donc, et qui engagerait plutôt ses écrits. Mais un petit mot, un rappel de Victor Hugo. Victor Hugo, comme vous le connaissez, c'est un grand auteur romantique, le chef de file qui est accompagné par Théophile Gautier. Il est connu pour ses révolutions. C'est lui qui a imprimé, insufflé la première révolution littéraire, politique en France. Il est connu pour avoir écrit Au des ballades, le premier recueil après Lamartine et ses méditations poétiques. Il est connu aussi beaucoup, il est très célèbre pour son grand roman Les Misérables. De même pour Notre-Dame de Paris, l'histoire de Quasimodo qui est amoureux de Esmeralda, cette gitane, voilà. Et aussi pour son grand recueil Contemplation, de même que les châtiments adressés à l'encontre de Napoléon. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas sa vie. Hein. C'est un grand auteur. Lors de sa mort, il a été toute la France, toute Paris, toute Marseille sont montées pour l'accompagner. Il avait un corbillard de pauvres. Mais ce qui compte pour nous aujourd'hui, parce que souvent les étudiants, lors des analyses, ils présentent l'auteur, présentent sa vie, c'est inutile, il faut le dire. En ce qui nous concerne, c'est inutile. Mais par contre, les intertextes ou les écrits de l'auteur sont très importants. Et si vous vous rendez compte, si vous regardez de près le polycopié, je vous ai présenté 3 moments importants des écrits de Victor Hugo qui vont nous aider à lire Hernani. Le premier écrit, c'est tiré de préfaces. Les préfaces sont très importantes parce que ce sont des commentaires adressés au lecteur. Ce sont des avertissements adressés par l'auteur au lecteur à lire, une manière de lire son texte. Donc, le premier rendez-vous très important qui va nous aider et qu'il faut rappeler lors d'une analyse, c'est la préface aux Contemplations, où Victor Hugo nous disait cette fabuleuse élancée lyrique « Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir, c'est-à-dire la poésie, et regardez-vous-y. Comment, vous ne l'aurez pas compris, quand je parle de moi, je parle de vous. » Et le grand écrivain Quilito lui empruntait cette formule « Donner la voix à ceux qui n'ont pas de voix ». Et c'est très important parce que dans une analyse, n'importe quel texte que nous avons de Hernani, il est aussi l'occasion pour l'auteur de tracer
d'exprimer à travers l'altérité ce qu'il y a de plus humain en nous, hein, et qu'il rappelle dans un poème comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène. Toujours, tout le ramène. Toujours le jeu hygolien est associé à une collectivité, à un humanisme, à quelque chose d'universel, et on va le voir, universel, la thématique universelle dans Hernani, on le verra tout à l'heure, c'est la futilité de l'homme, qu'il emprunte bien sûr au baroque, et dont j'ai cité ici un passage d'un grand poète, Auvray, qui parle de la futilité de l'homme. En tous les cas, je reviendrai. Et donc, le deuxième intertexte, c'est-à-dire on peut lire Hernani à partir d'autres textes de Victor Hugo, et j'ai choisi d'abord les préfaces. La deuxième préface, c'est celle de Cromwell. Je ne lirai pas toute la préface, vous l'avez ici dans le polycopié, je lirai cette partie qui est très importante. Sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'alexandrin, plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille, fidèle à la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie. Et bien sûr, on me dit qu'il s'agit d'une pièce de théâtre. N'oubliez jamais que vous êtes face à un long poème. Bien sûr, il faut se poser la question sur les ressorts dramatiques, dramaturgiques, théâtrales de la pièce, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'agit d'un long poème. Il s'agit d'une pièce de théâtre qui est composée en acte et en scène, mais qui se déroule, qui prend dans sa matière, parce que c'est la matière qui compte, elle prend la forme d'un poème où Victor Hugo règle ses comptes à l'alexandrin, à la poésie classique. Donc il se révolte. Donc ça, c'est l'un des intertextes. Et vous avez aussi un autre intertexte que j'ai cité, Réponse à un acte d'accusation dans les Contemplations. C'est un poème, Réponse à un acte d'accusation, où Victor Hugo, il imagine que les classiques, ses maîtres, Corneille et Racine, sont revenus de leur tombe et ils lui demandent des comptes. Bien sûr, il lui demande des comptes parce qu'il est en train de ne pas respecter les règles imprimées par les classiques à l'endroit du théâtre. Je fis souffler un vent révolutionnaire, j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, plus de mots sénateurs, plus de mots roturiers, j'ai fait une tempête au fond de l'encrier, et j'ai mêlé parmi les ombres débordées, au peuploir des mots les seins blancs des idées, et je dis, pas de moi ou l'idée ou de vol. Et donc, ça c'est un poème, et on voit comment les textes peuvent entre eux expliquer, peuvent nous aider en tous les cas à lire Hernani, et je citerai enfin l'autre texte, c'est un poème aussi, quelques mots à un autre. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin, les mots de qualité, les syllabes marquées vivaient ensemble au fond de leur grotesque exquis, faisant la bouche au cœur et ne parlant qu'entre eux. J'ai dit aux mots d'en bas, manchot, boiteux, boiteux. Et on le voit bien, et vous l'aurez compris, tout le théâtre classique, tout le théâtre romantique, appelé le drame romantique de Victor Hugo, il va d'abord se révolter contre le théâtre classique, tout simplement en parodiant l'alexandrin. Il va utiliser l'alexandrin pour le ridiculiser, pour le rendre risible, et toute analyse doit rendre compte de cette parodie qui est d'abord du rythme. Ce que j'ai expliqué au départ dans le préambule que je vous ai donné. Donc, l'étude de Hernani, hein, vous avez comment ça s'appelle ? Vous avez des illustrations, vous avez des applications. Je suis là juste pour justement vous donner un aperçu, vous donner un arrière-goût pour la lecture de ce polycopié qui contient finalement des exploitations, des modèles à l'endroit pour la préparation des examens. Et donc, vous l'aurez compris, vous allez sur Internet aujourd'hui, on doit se poser la question, bien sûr, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Hein. L'étudiant, il doit comprendre qu'il est là aussi pour participer à une sorte d'auto-formation, qu'il doit aussi s'informer lui-même. Il a aujourd'hui
Aujourd'hui, il bénéficie de ce qu'on appelle Google, de tous ces réseaux sociaux. Mais vous trouvez bien sûr des analyses sur Internet, sur Google, à propos comment s'appelle, de Hernani. Ce sont des analyses de bac, mais pas des analyses de l'université. Donc nous, ce qui nous intéresse, l'objet d'étude que j'ai posé, c'est les rythmes. Les rythmes, on posera la question des rythmes. Donc, à l'examen, vous aurez une question, les rythmes. Les rythmes, bien sûr, au service du thème, du registre. Si la prose et la marche, disait le grand maître Malherbe, grand poète du début du XVIIe siècle, est la marche, la poésie est le pas. La poésie est le pas. Il ne faut jamais oublier que les rythmes président à l'élaboration poétique ou lyrique de Hernani. Et donc, il faut qu'on pose la question du rythme. Le rythme, vous l'aurez à l'examen. Et je l'ai posé préambule. Étude des procédés rythmiques, donc nature des coupes de l'alexandrin. Attention, vous avez déjà étudié la poésie semestre 2. Donc, ce sont des prérequis que je rappelle pourtant ici. Dans le polycopier. Étude des procédés rythmiques, nature des coupes. Et on verra que dans le polycopier que Victor Hugo ne respecte pas les bistiches. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène. Si, il ne fait pas ça. Plutôt, il disloque. Il disloque, ça veut dire il déséquilibre. Vous avez des coupes 3, 2, 4. Il faut poser la question pourquoi, je reviendrai. Donc, étude de procédés rythmiques. Nature des coupes de l'alexandrin. Rejet. Vous savez que le rejet, il est banni, il n'est pas préférable. Rejet, contre-rejet, rime. Et je rappellerai que les rimes, ce sont des échos sonores. Et souvent, on pose la question de savoir s'ils sont féminines, masculines. Ce qui nous intéresse ici, chez Victor Hugo, c'est leur relation sémantique. Et je vous donnerai un exemple de l'étude de la rime, parce qu'on oublie que les rimes, ce sont des échos sonores, c'est-à-dire ce sont des mots qui vont se rencontrer par une sonorité, qui vont partager une sonorité, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Ils peuvent se construire sur une antithèse, sur des parallélismes. Et je vous raconterai l'anecdote de quelqu'un qui est parti à la montagne, qui était déprimé et qui commence à crier « La vie est méchante ». Et la campagne, l'écho de la campagne, il lui rend « Chante ». Mais chante, chante. Donc vous avez une antithèse. Et cette antithèse, Hernani, souvent dans les rimes, le poète, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une antithèse, il imprime, il insuffle une antithèse dans ses scènes, dans ses tirades, pour marquer, bien sûr, une antithèse, ça veut dire pour marquer la thèse. J'utilise deux mots opposés, hein, chante, méchante. J'utilise méchante, mais pour dire chante. Pour dire chante. L'antithèse, c'est quand j'utilise deux mots opposés pour mettre en valeur un des mots. Donc, vous avez aussi syntaxique. Le parallélisme, vous avez les incises, vous avez les antépositions et vous avez les oppositions, surtout les appositions des adjectifs épithètes. Ça, ce sont des choses que vous verrez dans l'analyse que j'ai mise. Et la relation avec le thème que vous devez au préalable relever, bien sûr. On ne peut pas séparer le forme de la forme, quoique la forme elle-même, elle postule un sens. Elle postule un sens, et on le verra à la fin. Elle postule un bruit, ce qui est de nature musicale, c'est-à-dire, il faut aussi poser la question, dans les rythmes, les allitérations, répétition de consonnes, des fois, ils participent de la thématique. Je schématise parce que j'illustre tous ces éléments, je les illustre dans les analyses que vous avez ici. Quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Les allitérations, les répétitions de consonnes participent du rythme. Et vous l'avez vu, je le répète. Vous avez la nature des coupes, vous avez le rejet, le contre-rejet, les rimes, les allitérations, les assonances, les répétitions. Ce sont des chants A, O qui peuvent aussi exprimer le thème. Tous ces éléments expriment bien sûr un thème. Et dans les tirades, parce que je vous donne que des tirades. Pourquoi? Parce que les tirades, c'est un investissement, une investigation discursive qui prend de la forme et qui est là, n'oubliez pas, dans le théâtre, la tirade, elle est là pour exprimer une thèse.
quand l'acteur, quand le personnage acteur prend la parole durant un bon moment, c'est pour exprimer une thèse. Et cette thèse, on le verra, c'est celle, certainement, bien sûr, on le verra, celle de Victor Hugo. Donc, pour schématiser, vous avez ici quatre passages de scène qui sont des tirades et qui sont des thèses, c'est-à-dire qui sont des idées de Victor Hugo imprimées ici, là. Et donc, à travers chaque scène, j'ai essayé de vous faire une analyse rythmique. Ça veut dire d'essayer de relever ces procédés rythmiques parce que Victor Hugo, Hernani, avant d'être une pièce de théâtre, est un long poème. Victor Hugo, c'est un grand poète qui a écrit Audes et ballades, qui a mélangé les genres, reviendra en 1824. Aussi, il a été réédité en 1827. Et donc, c'est le grand poète qui investit le théâtre. D'ailleurs, le théâtre classique est versifié et qui rend compte, qui se révolte contre ces règles classiques qui, à son sens, ne sont pas humains. Pour lui, les classiques, l'alexandrin n'est pas humain. On ne parle pas alexandrin. Donc, pour détruire l'alexandrin, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise de manière très parodique. Et vous avez la scène, parce que je ne vais pas faire les analyses, ils sont là. J'ai juste rappelé comment lire le texte. Vous avez bien sûr la scène, la très fameuse scène extrait 1, acte 4, scène 2, d'accord? À partir du vers 148, l'empereur, être empereur, orage. L'empereur, vous avez dislocation 3, 3, 3, 2. Ne pas l'être, rejet, et puis vous avez des contre-rejets. Et donc, tout ça, ce sont des rythmes. Vous avez des anaphores, des choses qui se répètent. Vous avez l'analyse ici. Donc, le but de cette capsule n'est pas de faire une analyse, c'est juste attirer votre attention en filigrane, une lecture en filigrane de ce polycopié qui est complet, qui contient une partie théorique, ça veut dire des intertextes qui vous aideront à lire l'extrait que vous aurez à l'examen, parce que, je rappellerai, il est inutile de raconter la vie de l'auteur. Aujourd'hui, dans les analyses, nous sommes face à des étudiants qui, pendant 20 pages, vous parlent de l'auteur, de sa naissance, de sa famille, de ses écrits, et l'analyse, elle est escamotée, elle est pratiquement inexistante. Donc, la vie de l'auteur n'est pas importante, elle n'est pas là pour être citée, mais par contre, ses intertextes, ça veut dire les préfaces qu'il a écrits, les textes qu'il a écrits, les poèmes qu'il a écrits, ils peuvent corroborer, ils peuvent soutenir, ils peuvent être un point de départ pour une analyse qui est rythmique, c'est-à-dire qui est celle d'un poème, qui va s'intéresser au rythme, qui va s'intéresser à cette voix, à cette incantation. Empereur, il n'est jamais dans l'harmonie, parce qu'il doute, parce qu'il est humain. Il essaie de donner un sens humain à l'alexandrin. Il essaie de lui insuffler, de le rendre humain, parce qu'il a dit d'une manière vulgaire, il a dit vos héros, c'est-à-dire ceux de la tragédie, chient du marbre. Quand ils vont aux toilettes, ils vont donner du marbre. C'est très vulgaire parce que Victor Hugo aimait à mélanger le vulgaire et le soutenu. D'ailleurs, Aude et ballade, le titre du poème, il réunit un mot soutenu, un poème soutenu, Aude avec ballade, qui est une sorte de chanson. Et je vous rappelle que à partir de 1549, Défense et illustration dans la langue française de Du Bellay, il est interdit de faire des poèmes avec des ballades. Il faut voir que Victor Hugo, en 1824, c'est le premier à avoir introduit dans la langue française la vulgarité, les éléments bas et grotesques. Il le dit dans la préface de Cromwell. Donc, il faut aussi faire attention à cela. L'autre élément, certains étudiants, alors, ils appellent les figures de style, ils ont une vision très élémentaire des figures de style, peut-être parce qu'ils en ont eu une approche, première année bac, très élémentaire. On les appelle également les tropes. Ils vous demandent généralement les étudiants, oui monsieur, j'ai travaillé sur les figures de style. Non, les figures de style, ou les tropes, ils sont là juste pour renforcer
renforcer ce niveau rythmique. Donc, je l'ai cité aussi dans les polycopiés. Étude des procédés. Après, les rythmes, bien sûr, attention, quand on relève, il faut interpréter. Il ne suffit pas seulement de relever le rythme, il faut montrer, par exemple, généralement, comment les rythmes dans les pièces, dans les tirades de Hernani, comment il souligne une voix hachée, une voix qui doute et qui finalement va exprimer ce qui est humain en l'homme. L'empereur, il pleure, il doute. D'ailleurs, la bataille de Hernani, elle est advenue à partir de cela. Dans la scène, quand le roi tombe, il pleure, il n'y a plus de respect de la bienséance. Donc, retenons que les procédés dans une analyse, il faut regarder d'abord l'extrait donné, la tirade, il faut la regarder en tant que poème, c'est-à-dire en tant qu'un passage qui met en avant les rythmes au service d'une thématique et bien sûr d'un registre. Et vous l'aurez compris, vous allez le voir, entre registre tragique et registre pathétique. C'est ça, Hernani. C'est-à-dire, il y a le tragique, il y a le pathétique. L'étude des procédés stylistiques tels que registre, figure de style ou vocabulaire, hein, parce que l'analyse n'est pas seulement les figures de style, l'analyse c'est d'abord les rythmes, et puis bien sûr le vocabulaire, les mots amélioratifs, dépréciatifs, mélange entre le bas et le haut, le sublime et le vulgaire, qui ont une relation avec le thème que vous devez bien sûr encore relever, les procédés stylistiques propres au drame romantique, la place de la nature de l'esthétique romantique, tout ça, on va l'appeler la double énonciation. N'oubliez jamais que quand quelqu'un parle au théâtre, s'il est seul, il ne parle pas lui-même, il parle également au public. La double énonciation. Quand quelqu'un parle au théâtre, il faut toujours poser cette question. Derrière lui, c'est Victor Hugo, bien sûr, qui va, nous donner une leçon d'humanisme, une leçon universelle, qui est celle du drame romantique, qui essaye d'abord de montrer l'homme dans ce qu'il a de plus pathétique et aussi de plus tragique, entre les deux. Et donc, voilà. Voilà, c'est tout. Je rappellerai que cette capsule était là juste pour vous donner en filigrane une idée, un aperçu général du polycopié. Vous avez, dans le polycopié, vous avez deux trajectoires. Vous avez une trajectoire qui vous présente non pas l'auteur, moi-même je ne sais pas quand est-ce qu'il est né, non quand il est mort, mais par contre je connais la date des publications de ses livres. Donc, qui essaie d'une part de présenter des passages, des intertextes, de certains des recoins, de certains de ces préfaces ou de ces textes qui peuvent nous éclairer, à savoir la préface de Contemplation, la préface qui a marqué l'histoire littéraire de Cromwell, et bien sûr, réponse à un acte d'accusation. Après, j'ai donné 4 textes qui sont des tirades, notamment l'extrait de Acte 4, qui est celui de l'empereur, hein, avec des interrogations, qui est exprimé dans le doute et qui renvoie à la fragilité du roi, hein, je l'ai dit, hein, du roi à l'humanisme, qui veut donner un aspect humain au roi. Et peut-être c'était un avertissement aussi de Victor Hugo. N'oublions pas que la pièce de théâtre a été présentée en février 1830 et que la deuxième révolution qui a avorté était en juillet. Est-ce que la pièce ne l'a pas préparée? En tout cas, peut-être c'est un avertissement vis-à-vis de la monarchie, où on peut dire que Victor Hugo n'était pas contre la monarchie et que peut-être il lui adressait un avertissement. Le roi doit être humain. Et il nous rappelle le côté baroque, n'oubliez pas dans l'analyse le baroque, et ce poème de Auvray que j'ai cité, « Hélas, qu'est-ce que l'homme orgueilleux et mutin, ce n'est qu'une vapeur, qu'un petit vent qui emporte. Vapeur, non, une fleur qui éclose au matin, vieillit sur le midi, puis au soir, elle est morte. L'homme n'est rien. » C'est Auvray, et Victor Hugo veut l'appeler, et peut-être il devient une entité intéressante quand il consacre sa vie pour les autres. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous avez bien sûr l'analyse, elle est là, l'analyse qui se construit sur les rythmes, sur le champ lexical, sur le vocabulaire. Vous avez le deuxième texte
qui est celui de la révolte de Hernani, qui est la révolte de Hernani et qui inscrit la scène dans la tragédie et le pathétique, acte 1, scène 2, bien sûr. Et vous avez aussi, il y a une analyse, hein, la poésie et la prose, la qualité et la marche. Vous avez tout, une analyse stylistique, donc vous avez ce qu'on appelle une illustration. Comment faire une analyse? Et vous avez bien sûr l'extrait acte 3, scène 4, Malheur à qui touche, qui est très intéressant. Et vous avez un dernier, regardez, avec des interrogations, questions traitées en amont, hein, exploiter les éléments de la versification pour montrer la faiblesse du roi, qui est en soi un non-respect de la bienséance, étudier l'apostrophe et sa double énonciation. Hernani est un héros tragique soumis à des forces supérieures qui font de lui un personnage romantique, étudier les procédés rythmiques et stylistiques mis au service de cette problématique, étudier la fonction épique, tragique, il y a un mélange, et donc vous avez enfin, bien sûr, vous avez enfin un dernier acte, un dernier extrait, acte 1, scène 4, que j'affectionne particulièrement. Oui, je te suis, ô roi, ta suis, je suis, avec aussi toujours les mêmes procédés, dislocation de l'alexandrin, rejet, contre-rejet, anaphore. Et vous avez des illustrations, des applications, hein. Je ne vais pas refaire le cours, vous avez des applications qui vous montreront, dont le but est de vous familiariser avec l'analyse. Vous aurez à l'examen, pour éviter toute fraude, vous aurez à l'examen le même type de texte, ça veut dire qu'une tirade qui ressemble à ces tirades, et tiré de Hernani que vous devez lire. Je vous souhaite un bon courage et un bon ramadan, et voilà, à bientôt.